Bonjour, le cours d'aujourd'hui concerne la segmentation d'images. Alors la première chose évidemment, c'est de définir qu'est-ce que c'est que la segmentation. Segmenter, c'est séparer les choses, c'est-à-dire c'est mettre des frontières entre les choses et finalement quelque chose qui a à voir avec la labellisation, c'est-à-dire le fait de dire eh bien ça c'est telle chose, ça c'est telle chose, ça c'est telle chose. Ça c'est la segmentation en général. Pour illustrer mon propos, je vais utiliser pendant tout cet exposé cette image. Donc cette image, elle est extraite des œuvres d'un certain Ivan Bilibin. Ivan Bilibin est un illustrateur russe du début du siècle dernier. Cette image est extraite d'une de ses premières illustrations, qui est une illustration de conte, et qui est le conte de Ivan Tsarevitch, l'oiseau de feu et le loup. Il représente un petit village russe qui s'appelle le village d'Eni ou d'Enia, que l'on peut voir ici. Ce qui va être intéressant dans cette image, c'est que, comme vous voyez, comme c'est une image dessinée, eh bien, elle est faite d'aplats de couleurs, avec un peu de texture, etc. Et ça va nous permettre de bien comprendre ce que ça veut dire que segmenter cette image. Segmenter cette image, par exemple, ça voudrait dire eh bien, labelliser ce que l'on est en train de voir. Donc ça, c'est une maison, encore une autre, une autre, une autre. Là, c'était un cabanon, peut-être c'est une bergerie. Ça a l'air d'être une... c'est quoi ça? C'est une chapelle. Ça, c'est un petit moulin. Là, on a un chemin. Là, on a un champ. Peut-être ça, c'est un autre champ. Là, c'est une petite falaise. Voilà, donc, et ça, je sais pas, ça peut être peut-être un petit ruisseau. Voilà, donc ça, ce serait donner des labels à ce que l'on voit sur l'image. C'est une segmentation que l'on va appeler sémantique. La segmentation sémantique implique le fait d'avoir une connaissance préalable de ce que l'on doit voir sur l'image, ou en tout cas d'essayer d'identifier ce que l'on doit voir sur l'image. C'est pas du tout ce qu'on va voir dans ce cours. Dans ce cours, on va s'intéresser à des choses bas niveau, qui sont finalement des choses qui vont précéder des labellisations sémantiques, une segmentation sémantique. Pour nous, segmenter, c'est essayer de regrouper des zones de l'image en fonction de critères d'homogénéité. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus ça en prenant juste une zone de l'image, par exemple la zone qui est ici. Voilà, on va la grossir un petit peu. Alors si je prends cette zone ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux segmenter en fait en disant bien ça a l'air d'être quelque chose qui appartient à la même zone parce que tous les points ici sont plus ou moins de la même couleur. C'est vrai aussi pour ça. C'est vrai aussi pour ça. Ici, là, je pourrais séparer chacun des pans de ce toit, ici, regrouper toutes ces zones-là en une seule zone, etc. etc. Cette avant-scène aussi. Ici, donc, segmenter, c'est regrouper tous les points en fonction de leur couleur, on va dire. Je pourrais les regrouper en fonction de leur texture. Ici, j'ai pas trop de texture, mais par exemple, je pourrais prendre tout ce qui est rayé. Donc là, à ce moment-là, je mettrais ça, ça et ça dans le même groupe. Alors pour imaginer un petit peu ça, voilà, j'ai proposé une segmentation relativement simple. Ici, j'ai regroupé tout le toit sous un seul segment. Là aussi, on a un segment, donc une zone. Ici, on a une zone. Ici, on a une zone. Là aussi. Et puis ensuite, à chaque fois, je vais labelliser les zones. Donc ici, je vais leur donner des numéros. Là, la numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etc., etc. Alors déjà, on peut voir quelque chose qui est intéressant, c'est que j'ai labellisé 2, 3 et 4, vous voyez, avec 3 numéros différents. Sémantiquement, ça c'est du ciel, ça c'est du ciel, ça c'est du ciel. Là ici, j'ai dit 3 et 4 sont deux zones différentes. Pourquoi? Bien parce que, vous voyez, 3 et 4 ne se touchent pas. On dit que 3 est une zone qui est connexe. Connexe, ça veut dire que pour aller d'un point de cette zone-là à un autre point de cette zone-là, je peux trouver un chemin qui passe uniquement dans cette zone. Donc 3 et 4 ne sont pas une seule zone, parce que pour aller de 3 à 4, je suis obligé de passer par cette zone ici, qui n'est pas une zone qui appartient à 3 ou à 4. Donc 3 et 4 sont deux zones différentes, parce qu'elles sont certes homogènes, ici, c'est-à-dire la couleur de 4 a l'air d'être la même chose que la couleur de 3, mais ce n'est pas connexe, c'est-à-dire que je ne peux pas passer de 3 à 4 en n'ayant que des points qui sont compatibles avec 3 et 4 sur le plan de la couleur. Segmenter une image, c'est regrouper
les pixels d'une image en fonction d'un critère d'homogénéité en des zones qui sont connexes. Alors on va essayer d'illustrer un petit peu ça. Donc je reprends cette image-là et puis je vais, on va dire, un petit peu abusivement la diviser en pixels, comme ceci. Voilà. Donc ça veut dire quoi segmenter cette image? Eh bien ça veut dire en fait dire que tous ces pixels-là, ici, tout cela, là, appartiennent à une même zone parce que, ben, vous voyez, ils sont connexes les uns avec les autres et puis ils ont l'air d'être tous de la même couleur. Pareillement pour ceux-là ici. Hein, donc ils ont l'air d'être tous de la même couleur, c'est connexe, ici, et donc ça appartient à la même zone. Par contre, ça ici, sont des pixels qui ont des couleurs qui sont à peu près les mêmes que celles-là, mais par contre, je ne peux pas aller de façon connexe de cette zone-là à cette zone-là, donc ce sont deux zones différentes. Si je regarde maintenant ici les pixels qui sont ici, vous voyez, c'est des pixels, ben, certains ont l'air d'appartenir plutôt à la zone verte, comme celui-ci ou celui-là. Ceux-là, peut-être on les attribuerait plus à cette zone-là. Vous voyez qu'il y a des pixels qui sont un petit peu ambigus, qu'on ne saurait pas trop attribuer à une zone ou à une autre. C'est encore plus vrai ici, vous voyez, là, ces trois pixels orange, c'est clair que je peux les regrouper ensemble, mais ceux-là, ces deux-là ici, bon, j'aurais tendance à les regrouper aussi dans cette zone orange. Celui-ci, vous voyez, c'est un petit peu plus difficile. Pareil pour celui-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté? Ben, si on revient à l'image originale, regardez bien, si je regarde ce pixel ici, vous voyez, il se trouve ici, à une zone frontière entre cette zone rouge et la zone verte. Donc, entre la zone rouge et la zone verte, vous voyez, on a un seul pixel qui définit cette zone. C'est ce qu'on appelle les effets de volume partiel, qui sont des choses qui sont extrêmement courantes en image, et qui dit que finalement, sur un pixel, je vais intégrer tout ce qui concerne la zone rouge ici, et la zone verte, pour obtenir un pixel qui va être mixte, et qui peut convenir comme appartenant à cette zone-là, ou à cette zone-là. Alors c'est sûr que ici j'ai un petit peu grossi cet effet pixel, mais c'est en effet ce qui se passe. Hein. Si vous prenez une image et que vous la grossissez beaucoup, vous allez voir que les pixels de transition entre une zone et une autre, entre une couleur et une autre, eh bien, sont des pixels qui ont des couleurs qui fluctuent un petit peu. Et ce problème de transition, ce problème de volume partiel, on l'aura aussi toujours en segmentation. Pour regrouper les pixels, je vais me servir de leur couleur. C'est-à-dire que je vais dire qu'un pixel est compatible avec un autre pixel, est homogène à un autre pixel à partir du moment où ils ont la même couleur. Alors on va se rappeler un petit peu de ce qu'est la couleur sur une image. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une image, en fait, elle est décrite dans un espace couleur qui est fait de trois composantes, le rouge, le vert et le bleu. Ici, je vous ai représenté les histogrammes du rouge, du vert et du bleu sur cette image ici. Qu'est-ce qui nous indique ici? Ben, ces valeurs de rouge et de vert et de bleu nous disent qu'un pixel a une composante rouge, une composante verte et une composante bleue. Alors vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça de décrire en fait une image en fonction de ces composantes rouges, vertes et bleues. Je vais par exemple regarder la composante rouge. Donc clairement, la composante rouge, ben, on voit qu'on a une grande composante rouge ici, ce qui est normal puisque ça c'est, on va dire, majoritairement rouge. Par contre, on a des composantes rouges aussi, vous voyez, dans cette zone-là, alors qu'elle est jaune. Par contre, ici, là, qui est une zone verte, on a très très peu de rouge, et puis là, on a du noir, ici et là aussi, hein, si je me souviens bien. Voilà, donc on a des couleurs qui sont très foncées, il y a très peu de rouge là-dedans. La quantité de rouge est très faible. Si je m'intéresse à cette zone-là et que je regarde le vert, on voit que ici, la quantité de vert, elle est très importante ici, ici. Mais vous voyez, curieusement, on en retrouve aussi ici du vert. Et puis on en retrouve ici, là, aussi ici dans le ciel. Donc, vous voyez que labelliser en fonction juste du vert, c'est pas très simple. On pourrait se dire que le vert va nous permettre de récupérer tout ce qui est vert, mais non, ici on a quelque chose qui est jaune, je ne sais pas si vous vous rappelez, et en fait il y a une bonne composante verte. Et pareil ici, on a du bleu et pourtant il y a une bonne composante verte. Si on regarde la composante bleue, ben, sans surprise, évidemment, on a une grande quantité de composantes bleues ici et on en a très peu ailleurs, mais vous voyez, on en a quand même ici aussi.
Donc une façon de décrire la couleur d'un pixel, c'est de la décrire dans l'espace rouge, vert, bleu, ou RVB, ou encore RGB en anglais, qui nous permet de savoir bien, si un pixel est identique à un autre pixel. On va dire qu'ils sont identiques à partir du moment où leur valeur de rouge, leur valeur de vert et leur valeur de bleu sont proches. Voilà. Et cette notion de proximité, cette distance entre les valeurs, vous allez voir que c'est un paramètre important de la segmentation. Je peux aussi, bien sûr, utiliser un autre espace. Donc on a vu l'espace cyan, magenta, jaune aussi. On peut très bien regarder ce qu'on appelle les espaces perceptuels. Donc un espace perceptuel, c'est un espace qui n'est pas l'espace dans lequel votre œil perçoit la couleur, parce que ça c'est l'espace RVB, votre œil est sensible au rouge, au vert et au bleu et quasiment à rien d'autre. C'est l'espace tel que votre cerveau comprend la couleur. Et votre cerveau, il a tendance plutôt à comprendre la couleur dans un espace qui est proche de cet espace-là, qu'on appelle l'espace HSV. Il y en a d'autres, hein, HSV, il y a HLS aussi. HSV, donc H pour hue, couleur ou teinte, S pour saturation, et V pour value, valeur, ou encore luminance. Donc teinte, saturation, luminance, ça c'est un espace perceptuel. Perceptuel pourquoi? Parce que vous voyez que si on veut décrire cette image, là on dira plutôt que c'est du vert, là on dira plutôt aussi que c'est du vert, là on dira plutôt que c'est un rouge orangé, du jaune, du bleu. Par contre, vous devriez me décrire comment est-ce que quelles seraient les proportions de rouge, de vert et de bleu de chacune des zones ici. C'est relativement difficile, sauf si votre couleur est pure. Alors la description HSV, ou teinte, saturation, valeur, c'est une description qui est beaucoup plus proche de la façon dont on entend une image. La première composante qu'on va regarder, c'est la composante qui est la plus simple, c'est la composante V, c'est-à-dire la composante de luminance. La composante de luminance nous dit à quel point on a l'impression que la zone est éclairée. Donc plus la zone semble lumineuse, en gros, plus la valeur de la luminance sera grande, plus la zone semble sombre, plus la valeur de la luminance sera peu importante. Donc, sans surprise, ça nous donne une image qui est comme ça, qui ressemble beaucoup finalement à l'image qu'on aurait obtenue si on avait pris un appareil photo noir et blanc. Donc si on regarde un petit peu les valeurs, voilà, ici, le jaune est toujours perçu comme étant une couleur qui est très lumineuse, donc sans surprise, vous voyez, la luminance est très grande. Ici, on a quelque chose qui est très lumineux aussi, le rouge qui est très, très vif, donc sans surprise, c'est très lumineux. Par contre, là, ici et là, vous voyez que la luminance est très faible. Pareil pour ce bosquet, et pareil pour les contours des toits et des maisons. Vous voyez, chaque fois qu'on a des traits noirs, eh bien, la luminance, évidemment, est très faible. Et tous les contours ici, vous voyez, sont bien respectés. Tous les contours du dessin sont bien respectés avec cette façon de calculer l'image. Donc ça, c'est dans l'espace perceptuel ce qu'on appelle la luminance ou la valeur, value. La deuxième façon de voir cette image, c'est de regarder sa couleur. Alors vous allez voir que la couleur, c'est un espace qui est assez trompeur. On pourrait s'attendre à ce qu'on ait du vert ici, ici. Là, on ne sait pas trop, mais pas de couleur, on va dire. Ici, du jaune, bien sûr, là du bleu, voilà. Et là, peut-être du marron, ou voilà, on ne sait pas trop. Sauf que le marron, en fait, le marron sur le cercle des couleurs, si vous regardez le cercle des couleurs, il n'existe pas. Donc, qu'est-ce que va nous donner l'algorithme qui va transformer votre image RVB ou RGB en HSV? Il va donner ça, vous voyez? C'est assez surprenant. Donc là qu'on ait du rouge, on s'y attendait, bien sûr. Mais là, par contre, regardez, on a du rouge aussi, vous voyez? Et c'est quasiment le même rouge ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a du rouge ici? Bien parce que ici, la luminance est très faible. La luminance étant très faible, la couleur est très mal définie, et donc la façon dont l'algorithme HSV a transformé votre image RGB et a attribué une teinte ici est tout à fait arbitraire. Chaque fois qu'on a des choses qui sont très foncées, eh bien on va avoir quelque chose d'arbitraire. Et pareillement, on va le voir si jamais on a des zones avec des saturations qui sont très faibles. Donc c'est ce qui se passe très certainement pour cette zone-là, vous voyez, qui est vue comme étant un peu orangée. Par contre, il y a des zones qui sont beaucoup plus évidentes. Vous voyez, cette zone-là, qui est la zone du ciel, qui est bleue, eh bien, est en effet bien indexée comme étant bleue.
Et puis cette zone ici de vert, vous voyez, est bien indexée comme étant verte. Voilà, donc la couleur seule, au sens propre du terme, c'est-à-dire le spectre, la couleur sur le spectre des couleurs, ben, c'est quelque chose qui n'est pas très fiable. Ah oui, tiens, ici on peut voir, en fait, on verra un petit peu plus loin, mais là on voit que la saturation est très faible, c'est-à-dire que la couleur est très mal définie. Et vous voyez, du coup, cette zone-là, là, la zone du ciel, elle est définie comme étant rouge, alors qu'en fait, elle devrait être bleue. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer quelques défauts d'attribution de teinte. Et si maintenant je m'intéresse à la troisième des composantes qui est la saturation, alors qu'est-ce que c'est que la saturation? Une couleur est saturée à partir du moment où elle est très vive. Et une couleur est peu saturée à partir du moment où elle est blanchâtre. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si je prenais de la couleur pure et que je rajoutais du blanc dedans. Donc plus je rajouterai de blanc, moins ma couleur sera saturée. Pour le visualiser, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté l'inverse de la saturation, c'est-à-dire je vais représenter comme étant blanches des zones qui sont très peu saturées, donc des zones dans lesquelles on a rajouté, entre guillemets, du blanc, et puis comme étant noires, des zones qui sont très saturées, c'est-à-dire des zones qui n'ont pas de blanc rajouté. Alors ça nous donne quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ici, on avait une couleur qui était très vive, très saturée, donc vous voyez, c'est comme si je rajoutais peu de blanc, alors que ici, vous voyez, c'est une couleur qui est très très peu saturée, vous voyez, c'est un peu grisâtre, pareil que ça, et donc c'est comme si j'avais mis beaucoup de blanc là-dedans. Pareil pour le ciel, vous voyez, ici. Et comme je vous disais, ici, la saturation est très très faible, donc du coup, la couleur est assez mal définie. Voilà, donc c'est la troisième composante de cet espace HSV, la saturation. Pour définir si deux pixels peuvent appartenir à la même zone, donc ont la même couleur, je peux me placer donc, par exemple, dans l'espace RVB, dans l'espace rouge, vert, bleu. Ou je pourrais aussi me placer dans l'espace HSV. Donc je vais dire un point a une couleur identique à un autre point à partir du moment où sa position dans l'espace tridimensionnel RVB, donc les valeurs de rouge, de vert et de bleu, sont proches. Alors on va voir ce que ça donne quand on fait ce petit algorithme. Donc par exemple, je vais choisir cette zone-là, et puis je vais dire, je vais mettre à noir tous les pixels qui n'ont pas une couleur qui est proche de celle-là. Donc je crois que le seuil que j'ai pris c'est 40, donc c'est-à-dire que si la couleur d'un point de l'image, d'un pixel de l'image, est éloignée de la couleur de ce point-là de plus de 40, en rouge, en vert ou en bleu, donc sur une des trois composantes, alors il sera noir. Si jamais il est proche en rouge, en vert et en bleu de moins de 40, alors je le laisse dans sa couleur. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais ça là-dessus? Voilà, ben du coup, vous voyez, je vais sélectionner toute cette zone-là, évidemment, mais aussi ces points-là, et curieusement, vous voyez aussi ceux-là qui sont marrons, qui sont quand même relativement proches dans l'espace RVB de ces points-là. Si je fais la même chose ici, donc sur la zone qui est rouge, vous voyez que là, du coup, la segmentation est beaucoup plus évidente, puisque là, je n'ai que ces pixels-là ici qui sont rouges et que ces pixels-là. Donc, vous voyez, ça va dépendre de à quel point la couleur est présente dans l'espace de l'image, et puis aussi, bien sûr, du critère de distance que je vais utiliser. Si maintenant je m'intéresse à cette zone-là, vous voyez, la zone qui est jaune ici, voilà, donc je vais faire pareil. Là, je vois que là, je sélectionne bien, en effet, toute la zone qui est jaune, mais on voit aussi quelques petits points ici, hein, voilà, par-ci, par-là, donc des points qui potentiellement ont une couleur qui est proche de la couleur de ce nuage. Je vais m'intéresser au chemin, par exemple, ici aussi, donc si je clique sur le chemin, ben voilà, on identifie bien, en effet, le chemin, mais vous voyez qu'on a aussi ces zones-là, ici, et puis on a tout un ensemble de petites valeurs parasites, ici, qui sont les contours du nuage, donc les zones de transition entre le bleu et le jaune qui donnent des couleurs qui sont proches de ces couleurs-là. On va regarder ce qui se passe maintenant si je prends la zone marron qui est ici.
Ah, vous voyez, donc la zone marron, là, quand je la sélectionne, ben, j'ai aussi des zones marron ici, mais vous voyez, j'ai aussi des zones vertes, hein. Ces zones-là, curieusement, elles sont assez proches dans l'espace RVB de cette zone-là. Alors, on pourrait essayer de réduire un petit peu le nombre de faux positifs, hein, puisque ça, je vais dire que c'est un faux positif, cette couleur-là n'est pas proche de celle-là, en réduisant le critère. Donc, qu'est-ce qui se passe si je réduis le critère? Ben, vous voyez que en réduisant la tolérance que j'ai en disant ce point-là, il a une couleur qui est proche de ce point-là, là j'ai dû mettre 20, quelque chose comme ça, et bien à ce moment-là, vous voyez que je vais réduire le nombre de mes faux positifs, mais vous voyez que j'ai plein de points quand même qui restent ici. Qu'est-ce qui se passe si je fais juste cette sélection sur la teinte? Donc c'est pareil, je vais prendre la teinte. Alors la teinte, c'est quelque chose qui va être entre 0 et 1, ou entre 0 et 360 degrés si on la représente sur un cercle. Et je vais sélectionner par exemple uniquement la teinte de ça. Alors vous voyez que si je sélectionne la teinte, ben, ici ça marche bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'image de teinte, cette zone-là était la seule zone qui avait en effet cette couleur-là. Par contre, si je regarde cette zone-là, vous voyez, qui semble avoir une teinte vraiment très particulière, ben, je vois qu'il y a quand même des choses qui ont des teintes, vous voyez, qui sont proches. Donc ça, c'est vu comme ayant une teinte qui est proche de celle-là. Si maintenant je regarde ça, donc je pourrais me dire, ça c'est pareil, ce jaune-là, il n'a pas l'air d'être présent dans le reste de l'image. Ben si, vous voyez que si je clique sur cette zone-là, eh bien ce jaune-là, il est proche de toute cette zone-là. Alors c'est pareil, hein, je pourrais réduire ma tolérance. Si je réduis la tolérance, j'ai ça. Donc vous voyez que je réduis le nombre de faux positifs, mais aussi je vais réduire la zone du nuage que je suis en train de segmenter. Donc réduire la tolérance, ce n'est pas la seule façon de faire en sorte d'avoir tous les points de ce nuage. Donc on voit que ce qui est important, c'est de bien définir l'espace dans lequel on va dire un point a la même couleur qu'un autre point. Et contrairement à l'intuition qu'on pourrait avoir, la couleur, c'est-à-dire la composante teinte de mon image, seule ne permet pas de définir le fait qu'un point a la même couleur qu'un autre point. On va s'intéresser maintenant aux critères d'homogénéité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un critère d'homogénéité? Je vais prendre comme exemple la zone qui est ici, vous voyez la zone marron. On va la grossir un petit peu, pareil, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on peut voir que sur cette zone, et c'est vrai sur n'importe quelle image bien sûr, sur cette zone on a des variations de la couleur. Vous voyez le marron, ici vous en avez du marron foncé, là un petit peu plus clair, parfois un petit peu plus vert, etc. De loin, on a l'impression d'avoir une zone qui est homogène, mais quand on regarde de plus près, on n'a pas une zone qui est homogène. Regardons un petit peu les histogrammes en rouge, vert, bleu de cette zone. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'on a des pics sur le rouge, sur le vert et sur le bleu. Et en fait, c'est comme ça que l'on va définir qu'un point est proche en couleur d'un autre point. C'est-à-dire, je vais dire, ben, un pixel va être... enfin, je vais caractériser plus exactement ma zone ici par cet histogramme-là. Et je vais dire, ben, finalement, un point appartient à cette zone. Si sa valeur de rouge, elle est entre, on va dire, 90 et 140 ici, sa valeur de vert est entre 40 et 120, et sa valeur de bleu est entre combien? 40 et 80, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une façon de représenter la couleur de cet objet. Hein, c'est quelque chose qui a une valeur de rouge qui est entre ça et ça, une valeur de vert entre ça et ça, une valeur de bleu entre ça et ça. Il existe plusieurs façons de décrire en fait cette zone-là en tant que couleur.
Donc on peut le faire avec les histogrammes, comme je viens de le faire ici. On peut le faire en parlant de tolérance, donc c'est la façon dont j'ai segmenté les images pendant mes exemples, c'est-à-dire dire, eh bien, un pixel qui appartient à cette zone-là appartient à un intervalle donné en rouge, en vert et en bleu. Et on peut aussi décrire ça avec des moments. Alors les moments, vous voyez que finalement, ces zones, elles sont un petit peu gaussiennes comme ça. Voilà. Donc on peut représenter par exemple la distribution des couleurs de rouge par la moyenne de cette distribution et son écart type, c'est-à-dire la façon dont elle s'écarte typiquement de la valeur moyenne. Donc on retiendra que pour définir la couleur d'une zone, eh bien, on peut soit représenter ça par 3 intervalles, soit représenter ça par 3 doublets de moments, donc 3 moyennes et 3 écarts types. Quand vous utilisez des outils de segmentation automatique, souvent, et à partir de tolérance, souvent on vous demande de donner une tolérance, et vous avez la même tolérance sur le rouge, sur le vert et sur le bleu. On voit qu'a priori, la tolérance sur le bleu devait être plus réduite que celle sur le vert et sur le rouge. Voilà, donc c'est important de voir quand on fait de la segmentation d'images qu'on doit souvent traiter de façon différente le rouge, le vert et le bleu. Évidemment, je peux donner le même type de critère d'homogénéité en me basant dans l'espace HSV, en faisant un histogramme de la teinte, un histogramme de la saturation et un histogramme de la valeur. L'histogramme de la teinte, il faut faire attention quand même qu'il a une petite particularité, puisque c'est un histogramme sur un cercle, et donc sur ce cercle, supposons qu'il soit entre 0 et 360 degrés, eh bien 361 degrés, c'est 1 degré. Donc il faut bien faire attention à ce type d'histogramme cyclique quand on est dans l'espace HSV. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à regarder les techniques de segmentation les plus utilisées. Donc on va en voir surtout 2. Et la première, c'est peut-être celle que vous connaissez le mieux, qui est la méthode dite de croissance de région. La méthode de croissance de région, c'est celle qui est utilisée sous Photoshop sous le nom de baguette magique et sous d'autres logiciels aussi. Alors plutôt que de vous donner un algorithme, on va plutôt s'intéresser à voir comment elle se déroule. Donc je vous ai fait une petite animation pour vous montrer comment se passe l'algorithme de croissance de région. Pour qu'on voit ça mieux, je vais subdiviser ici mon image en pixels. Et puis on va la grossir un petit peu, voilà, pour qu'on la voit mieux. J'ai mis au-dessus, ici, un tableau d'adjacence. Voilà, donc ce tableau d'adjacence, c'est quelque chose qui va nous permettre de caractériser les pixels qui sont voisins les uns des autres. Alors, tout d'abord, pour pouvoir faire de la croissance de région, j'ai besoin de 2 choses. Un critère d'homogénéité, c'est-à-dire quelque chose qui me dit « oui, ce pixel, il appartient bien à la région qui est en croissance ». Donc ça, c'est ce que vous faites généralement sous les logiciels de traitement d'image en créant une tolérance. Et 2, il va me falloir définir si un pixel est connexe à un autre pixel. Alors, je vais être obligé de commencer par un pixel particulier qu'on appelle le germe de la croissance de région. Ce germe, c'est vous qui le placez quand vous faites de la croissance de région sur un logiciel de modification d'image. Et puis, il est choisi aléatoirement dans un système de croissance de région automatique. Alors là, on va choisir arbitrairement de prendre ce pixel-là. Voilà, donc ce pixel-là, vous voyez, je l'ai noté, je vais appeler le numéro 1, ce pixel numéro 1, et je lui ai mis un petit point vert pour dire « Ok, celui-là, il appartient à la région ». Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour tous les pixels qui sont connexes à ce pixel-là, je vais essayer de regarder s'ils appartiennent ou non à la région, c'est-à-dire s'ils ont un niveau de couleur qui est proche de celui de ce pixel. C'est-à-dire si
la différence entre le rouge de ce pixel, donc si par exemple je commence par celui-ci, le rouge de ce pixel et le rouge de ce pixel, si la différence elle est inférieure à ma tolérance, pareil pour le vert et pareil pour le bleu. Je vais regarder les pixels en prenant toujours la même façon de les regarder. Donc c'est-à-dire je vais commencer par celui-ci, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et comme ça, ici, jusqu'à terminer. Donc les 8 voisins, je vais les parcourir les uns après les autres. Et chaque fois que je vais dire qu'un pixel appartient à la région qui est en croissance, je vais lui donner un numéro et je vais le rajouter à mon tableau d'adjacence. Donc on va commencer avec ce pixel-là. Donc ce pixel-là, bon, on va dire qu'on va l'attribuer, on va dire qu'on est d'accord pour le mettre dans la région. Donc, ce pixel-là, je le mets dans la région et je lui attribue, vous voyez, le numéro 2. Ensuite, je vais regarder celui-ci. Donc celui-là, ben non, il n'appartient pas à la région. Alors vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, mais j'ai mis un point rouge. Et surtout ici, j'ai mis une croix pour dire que bon, ce pixel-là, je l'ai vu et il n'appartient pas à la région. Ensuite, je vais passer à ce pixel-là. Donc là, il appartient à la région. Je lui donne le numéro 3. Ce pixel-là aura le numéro 4. Celui-ci, le numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Et voilà, j'ai fini les 8 voisins de mon pixel numéro 1. Et j'en ai intégré 7 parmi ces 8 voisins en leur donnant les numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc première étape, elle est simple. Ensuite, eh ben, j'ai une liste de points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais maintenant regarder le numéro 2. Donc une façon de gérer ça informatiquement, ben, c'est de faire des listes chaînées. C'est-à-dire qu'on va représenter chaque pixel de la région en croissance par ses coordonnées et puis sa couleur éventuellement. Et donc là maintenant, je vais me placer sur le point numéro 2. Le point numéro 2, donc je vais commencer par ce pixel-là. Ben, il a déjà été vu, donc je ne vais pas le contrôler. Ce pixel-là, il a déjà été vu. Pardon, je dois commencer par ce pixel-là. Ce pixel-là, donc le pixel numéro 2, donc celui-ci, ben, je ne l'intègre pas. Donc celui-ci, je ne l'intègre pas non plus. Celui-ci a déjà été vu cette fois-ci, celui-ci aussi. Pareil, déjà vu, ah, celui-là non, et puis supposons que je ne l'intègre pas. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe pour le pixel numéro 2. Ensuite, je vais regarder le pixel numéro 3, donc le pixel numéro 3, il est là. Le 3, c'est celui-ci. Ça, 1, 2, 3, voilà, le 3. Donc le 3, celui-ci a déjà été vu. Celui-ci, donc, il n'est pas bon. Celui-là, hop là, j'ai encore perdu la souris. Celui-là, je lui attribue le numéro 9. Celui-ci, je lui attribue le numéro 10. Celui-ci, il n'a pas... je lui attribue aucun numéro. Celui-ci, je lui attribue le numéro 11. Puis ensuite le numéro 12. Et ainsi de suite. Et j'en ai fini avec les pixels du numéro 3, donc je peux passer au pixel numéro 4. Le pixel numéro 4, c'est celui qui est juste à côté du numéro 3. Donc c'est celui-là. Donc là, ça a déjà été vu. Ben, finalement, pour le pixel numéro 4, c'est déjà fait. Donc ensuite, je vais passer au pixel numéro 5. Donc c'était 1, 2, 3, 4, 5. Le pixel numéro 5, c'est celui-ci. Alors, celui-ci a déjà été vu, déjà vu. Ben, pour le pixel numéro 5, je ne vais pas faire grand-chose puisque tout a déjà été vu. Donc je vais passer au pixel numéro 6. Le pixel numéro 6, c'est celui-ci. Donc là, tout ça, ça a déjà été vu. Là, ici, je vais l'intégrer. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Ensuite, je vais passer au numéro 7 qui est juste à côté. Donc tout ça a déjà été vu. Et puis celui-ci, je ne vais pas l'intégrer.
Je vais passer au numéro 8 qui se trouve là, donc tout ça, ça a déjà été vu, et celui-là, je ne l'intègre pas. Ensuite, je vais passer au numéro 9. Alors le numéro 9, on regarde, il est là-haut, c'est celui-là. Donc ça a déjà été vu. Celui-ci, on ne l'intègre pas, non plus, non plus. Et le reste a déjà été vu. Je passe au numéro 10 qui est là. Vous voyez, donc celui-là, il me reste celui-là, on ne l'intègre pas. Ensuite, je vais passer au pixel numéro 11. Le numéro 11, il est là, donc c'est celui-ci. Donc tout ça, ça a déjà été vu. Ça, je ne l'intègre pas. Ça, je ne l'intègre pas. Ça, je ne l'intègre pas. Et puis les autres ont déjà été vus. On va passer au numéro 12. Le 12, on va faire le tour. Voilà, il nous reste celui-là à ne pas intégrer. Ensuite, on va passer au 13 qui est juste en dessous ici. Pareil, je fais tout le tour. Il me reste celui-là que je n'intègre pas. Le 14, donc je fais le tour. Il y a celui-là. Alors celui-là, je ne vais pas l'intégrer, hein, même si finalement il serait normalement dans cette zone-là, mais je ne l'intègre pas parce que sinon je continuerai à faire croître ma région ici. Donc ensuite celui-ci, et puis ensuite celui-ci que je n'intègre pas, et les autres ont déjà été vus. Ensuite, je vais m'occuper du pixel numéro 15. Toc, toc, toc. Donc il nous reste celui-là. Et puis le dernier pixel, le pixel numéro 16. Donc là, il ne me reste que celui-là, et celui-ci n'a pas à être intégré. Et voilà. Et donc, si je regarde mon tableau d'adjacence, vous voyez que j'ai labellisé ici tous mes pixels, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 16e. Et puis, j'ai mis des croix ici sur tous les pixels qui sont connexes à ma région, d'accord, donc qui touchent ma région, mais qui ne sont pas des pixels de la région. J'ai donc fini, ici, de faire ma croissance de région. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais labelliser ces pixels-là comme ayant été déjà attribués, et puis je vais changer de germe de ma croissance de région, et je vais redémarrer sur un pixel, et ensuite refaire croître ma région. Alors le fait de faire cette méthode-là, on appelle ça la croissance cristalline, fait que ma région elle a tendance à croître comme ceci, un petit peu en spirale. Et le fait de croître en spirale, c'est quelque chose qui va être particulièrement important quand, au lieu de représenter la région en croissance par une valeur de pixels et sa tolérance, on va la représenter par des moments et qu'on va remettre à jour les moments du pixel. Parce que si jamais je ne fais pas quelque chose de cette forme-là, donc si je ne fais pas cette croissance cristalline, eh bien, je vais particulariser une direction de propagation. Et donc, globalement, par exemple, ça veut dire que je pourrais très bien propager ici comme ça, et puis petit à petit, en fait, ne pas intégrer du tout les pixels qui sont là et créer une région qui va se dévier par là-bas. Voilà, donc cet algorithme de croissance de région cristalline, ça c'est la meilleure façon de le programmer. Alors on va regarder un petit peu les résultats qu'on obtient en faisant de la croissance de région. Donc là je vais faire croître 3 régions qui sont celle-ci, celle-ci et celle-là, donc le petit chemin, le morceau de champ ici, et puis le petit bosquet rouge ici. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ben voilà, voilà un petit peu ce que j'obtiens par croissance de région, donc là avec une tolérance. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que entre la zone rouge ici et la zone verte, vous voyez, il y a un espace. C'est l'espace en fait de tous les points qui n'ont été attribués ni dans cette zone-là, ni dans cette zone-là. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de la tolérance. Si j'avais pris une tolérance plus importante, eh bien la zone rouge aurait intégré ces parties-là. Ou encore la zone verte aurait intégré ces parties-là. Mais vous voyez que si j'avais commencé par la zone verte, j'aurais intégré ça. Si j'avais commencé par la zone rouge, j'aurais intégré ça. Donc, quand on fait de la croissance de région, le problème c'est que l'ordre dans lequel on va choisir nos germes, c'est-à-dire si je commence par là, puis ensuite là, ou le contraire, ça va me faire des croissances de région qui sont différentes. Et si je prends une tolérance qui est trop faible, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, quand on avait fait quand j'avais mis en noir les zones qui n'avaient pas la même couleur pour une tolérance donnée des pixels que j'avais cliqués,
eh bien on a vu que finalement on ne réussissait pas à obtenir tous les points d'une même zone. Donc cette histoire de tolérance est très importante, mais il y a aussi quelque chose qui est très embêtant dans la croissance de région, qui est que comme c'est une méthode qui est très locale, c'est une méthode qui va dépendre de son initialisation. Il y a des stratégies qui permettent d'éviter ça, donc ça je vous invite à regarder un petit peu quelles sont ces stratégies. Entre autres, il y a le fait de faire plusieurs croissances de région, plusieurs segmentations de croissance de région, et puis ensuite de ne retenir que celles qui maximisent certains critères. Voilà. Mais bon, là, je vous conseille de vous renseigner, plutôt que de donner plus de techniques sur la croissance des régions, on va plutôt essayer de regarder une autre méthode, qui est la méthode de séparation-fusion. Alors, comme tout à l'heure, plutôt que de vous donner des grands principes généraux, je vais vous montrer sur cet exemple comment fonctionne la méthode de séparation-fusion. Qui dit séparation-fusion dit une méthode en deux étapes, la séparation et la fusion. On va commencer par la séparation. Comment ça fonctionne la séparation? Eh bien, pour définir la séparation, je vais utiliser un critère d'homogénéité de toute une zone de l'image. Donc je vais commencer par l'image complète ici, et je vais dire, finalement, mon image, elle est homogène si tous les points de mon image ont la même couleur. Pour définir qu'ils ont tous la même couleur, il y a plein de critères possibles. Un critère possible, c'est un critère de variance, c'est-à-dire que je vais calculer la variance de la composante rouge, de la composante verte et de la composante bleue, et je vais dire que mon image n'est pas homogène si cette variance est trop importante. La variance est importante à partir du moment où il y a trop de dispersion. Évidemment, si je fais ça sur toute l'image, vous imaginez bien que mon critère d'homogénéité n'est pas respecté. Si le critère d'homogénéité n'est pas respecté, alors je vais séparer mon image. Donc là, par exemple, je vais la séparer arbitrairement en 4, et puis je vais faire ça à chaque fois. Séparer en 4 quand je ne respecte pas le critère d'homogénéité. Alors évidemment, si votre image est paire, vous allez pouvoir séparer ça en 4 parties égales. Si jamais vous êtes impair, ça veut dire qu'il y a une zone qui va être un petit peu plus grande qu'une autre, donc vous choisissez arbitrairement la zone qui va être plus grande. Donc ensuite, vous continuez. Ici, dans cette zone-là, je rapplique mon critère d'homogénéité. Je regarde si cette zone est homogène. Clairement non, je la resépare. Puis ensuite celle-là, puis ensuite celle-là, puis ensuite celle-là. Alors dans la séparation, l'ordre dans lequel vous allez faire la séparation n'a aucune importance, puisque à chaque fois, vous allez considérer une seule zone, et que le choix que vous allez faire sur cette zone n'a aucune influence sur le choix que vous allez faire sur celle-là. Donc par exemple, je pourrais faire celui-ci, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, voilà, et puis petit à petit, vous allez construire comme ça vos différentes zones. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? On crée des pavés, voyez, qui ont toutes la même couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire en sorte d'avoir que des zones qui sont, alors c'est des pavés, donc c'est convexe, mais c'est aussi surtout c'est connexe. Donc chaque zone que l'on a créée en faisant une méthode de séparation est une zone qui est connexe et homogène. Pour arrêter mon algorithme, je vais dire, je ne vais pas subdiviser quelque chose qui est trop petit. Et puis, donc par exemple, ça ici, là je me suis arrêté à des zones qui font, je crois, je sais plus si c'est 4 ou 8 pixels, de façon à ce que ce soit visible sur ce dessin-là. Mais on peut descendre un petit peu plus bas, bien sûr. Il ne faut pas descendre en dessous d'une zone qui a une épaisseur de 2 pixels. Voilà, donc dans un sens ou dans un autre. Et donc voilà, donc si une zone a une taille qui est inférieure à la taille minimale que vous voulez donner à la zone, vous ne la séparez pas. Et si la zone est homogène, vous ne la séparez pas. Donc on voit qu'on a quelques grosses zones homogènes. Bon, j'ai pas mal relâché le critère d'homogénéité pour qu'on puisse bien voir. Par exemple ici, on va dire que si j'avais été moins tolérant, on aurait subdivisé.
Voilà, ici j'ai des zones qui sont homogènes. Alors là, voilà, c'est clairement homogène. Vous voyez que c'est des zones qui sont homogènes. Ici aussi, j'ai quelques zones homogènes qui sont un petit peu plus grosses. Voilà. Donc, dans l'algorithme réel que j'ai appliqué, je suis descendu un petit peu plus bas. Et ensuite, après la séparation, bien arrive la fusion. Donc, c'est quoi la fusion? La fusion, ben, ça va consister à dire que je vais fusionner ensemble deux pavés qui sont adjacents et qui sont homogènes. C'est-à-dire je vais dire, ben, globalement, cette zone-là et cette zone-là, elles ont deux couleurs homogènes qui sont à peu près identiques. Donc là, vous avez plusieurs façons de définir ça. Une des façons de le définir, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la distance de Mahalanobis. La distance de Mahalanobis va vous dire, eh bien, cette zone ici, qui est décrite par ces moments rouge, vert, bleu d'ordre 1 et d'ordre 2, donc on appelle d'ordre 1 la moyenne des valeurs de rouge, ordre 2 la variance des valeurs de rouge, de vert et de bleu, donc on a 6 critères, et on va dire ces 6 moments ici et ceux-là sont homogènes, et donc je peux fusionner ces deux régions. Si j'utilise la distance de Mahalanobis, eh bien je vais juste dire que les couleurs sont approximativement les mêmes. Et je peux utiliser aussi une autre distance, qui est la distance de Bhattacharya, qui dit que ben, les variances aussi sont les mêmes. Mais généralement, on utilise plutôt la méthode de Mahalanobis. Donc je vais commencer par les zones les plus grosses, et puis je vais finalement faire un petit peu comme la croissance de région, c'est-à-dire je vais agglomérer les zones entre elles. Généralement, ça se fait de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais regarder toutes les zones adjacentes, et puis je vais regarder celles qui se ressemblent le plus. Et si deux zones se ressemblent le plus sur toute l'image, alors je vais les joindre, et en compensant plutôt par les zones les plus grosses. Voilà à peu près les deux critères principaux. Là, pour imager un petit peu cette fusion, je vous ai fait plutôt une genre de croissance de région à partir de cette zone-là. Donc si on le fait, voilà à peu près ce qu'on obtient. Vous voyez, on a quelque chose qui est assez joli. J'ai mis en gris, en fait, en niveau de gris, toutes les zones qui n'appartiennent pas à la zone que j'ai mis en croissance de région. Et j'ai mis la couleur dans cette zone qui était en croissance. Alors la technique de croissance de région est plus robuste que la technique de séparation-fusion, excusez-moi, est plus robuste que la technique de croissance de région parce qu'elle est globale. Il y a l'aspect aussi compétition entre les zones, c'est-à-dire qu'on va dire je vais fusionner ces deux zones-là parce que c'est celles qui sont le plus ressemblantes l'une par rapport à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que vous allez avoir une segmentation qui va être beaucoup plus respectueuse des frontières, puisque dans les pixels frontières, les pixels qui sont entre deux zones majoritaires, on va dire, eh bien, il va y avoir une espèce de combat entre les zones, et puis à chaque fois, on va attribuer le pixel dans la zone qui lui ressemble le plus. Pour illustrer un petit peu ça, je vous ai fait un petit dessin. Là, c'est quelque chose qui est obtenu avec un logiciel de traitement d'image qui va utiliser une méthode de séparation-fusion pour créer ces zones et puis qui va rehausser ça avec un algorithme de contour. On va reparler un petit peu d'homogénéité. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit, bon, que ce qu'il fallait, c'est de dire que deux zones étaient homogènes l'une par rapport à l'autre, ou encore un pixel est homogène par rapport à une zone. Donc, deux zones homogènes l'une par rapport à l'autre, ça c'est dans le cas où on fait de la fusion, dans la séparation-fusion, et puis un pixel peut être intégré dans une zone, ça c'est si on fait de la croissance de région. Donc on va prendre l'exemple de la croissance de région ici. Comme tout à l'heure, je vais séparer mes pixels, et puis je vais m'intéresser ici à cette zone particulière et à ce pixel particulier. Alors, qu'est-ce que dire ce pixel est homogène à cette région et donc peut être intégré à cette région?
bien, c'est de décrire cette région, comme je vous ai dit, avec la moyenne et la variance de chacune des composantes couleurs, si je suis en RGB, ou la composante H, la composante S et la composante V si je suis en HSV, et de représenter ça dans un espace tridimensionnel. Et dans cet espace tridimensionnel, eh bien, je vais pouvoir représenter ici un ellipsoïde. Cet ellipsoïde, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, il me dit que tous les pixels qui sont dans cette région en croissance, ils sont majoritairement à l'intérieur de cet ellipsoïde. Et je vais dire ce pixel-là, je vais l'intégrer ici, s'il est à l'intérieur de cet ellipsoïde. Cet ellipsoïde ici, il est orienté suivant les axes X, Y, Z. Ça, c'est parce que j'ai décrit mes moments dans l'espace rouge, vert, bleu, mais aussi, on peut aussi faire des calculs de moments en 3 dimensions, et à ce moment-là, l'ellipsoïde ne sera pas orienté suivant les axes X, Y, Z, mais sera, on va dire, peut-être orienté comme ça dans l'espace. Chaque fois que je vais ajouter un pixel dans cette région, eh bien, je vais modifier les moments de ma région, les moments descriptifs de ma région, et puis je vais donc remettre à jour cet ellipsoïde. C'est pour ça qu'il va être très important de faire la fameuse croissance de région cristalline qui va me permettre d'éviter de rendre mon algorithme sensible à la façon dont je suis en train de regarder les pixels les uns après les autres. Il existe des procédures itératives de modification des moments descriptifs qui sont très très simples à implanter. C'est-à-dire comment est-ce que quand je rajoute ce pixel-là, je vais mettre à jour la moyenne et la variance en rouge, en vert et en bleu. Pour finir ce cours, je vous propose de vous parler d'une dernière technique, mais qu'on va juste évoquer, qui est la technique des contours actifs, aussi appelée snakes. Alors c'est quoi les contours actifs? C'est pareil, je vais vous décrire un petit peu comment cela fonctionne. Les contours actifs, c'est une technique qui consiste à définir un polygone au départ, vous voyez, avec des points de contrôle. Alors vous choisissez la méthode de point de contrôle que vous voulez, et de dire, eh bien, ce polygone va se resserrer jusqu'au moment où il va toucher des contours de l'objet que je suis en train de regarder. Donc c'est relativement simple, c'est des algorithmes de minimisation de critères. Ce critère, c'est un critère de proximité d'un point avec un contour. Et donc là, on l'a fait fonctionner, voilà quelques étapes. Et en final, on obtient ça. Donc voilà, c'est la technique des contours actifs. Vous pouvez regarder ça par vous-même pour voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas une technique qui est très compliquée, mais qui nécessite, comme vous venez de le voir, de définir au départ eh bien, un polygone de départ. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui est automatique. Donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas énormément dans ce cours-là, puisqu'on est plutôt basé sur de la segmentation automatique. Voilà, ce cours est maintenant fini. Bon courage pour la suite et à très bientôt.